Je m'appelle Zoé, et ce jour-là, tout mon être vibrait d'une tension qu'il m'était difficile de contenir. C'était mon premier jour de travail à la maison de santé de Saint-Jean-des-Vignes, un petit village niché entre les collines de la Bourgogne. Je venais tout juste de terminer mes études d'infirmière, et même si j'avais fait des stages, jamais je n'avais été seule responsable d'une vie humaine. Ici, dans ce village où tout le monde se connaît, où le moindre potager est une affaire d'honneur, j'étais désormais la seule chargée de la santé de ses habitants. Le poids de cette responsabilité m'écrasait presque, mais je savais que je devais faire bonne figure. À 9 heures tapante, la porte du cabinet s'ouvrit sur une procession de visages familiers et curieux. Les premières à arriver furent les dames du village, mère et grand-mère, toutes prêtes à tester ma compétence en me demandant de prendre leur tension ou de leur conseiller la meilleure tisane pour leurs maux. Je notais chaque recommandation sur mon carnet, consciente que la plupart d'entre elles venaient plus pour la visite sociale que pour une réelle urgence. Le jour des présentations, pensais-je en souriant intérieurement, même si mon cœur battait à tout rompre. Puis vint un homme, un vieux monsieur courbé par les années et les travaux des champs. Il s'appuyait lourdement sur sa canne, son visage buriné par le soleil et la vie rude. Il déploya son bras gauche enveloppé dans un vieux linge sale, et mon souffle se coupa en découvrant l'état de sa main. Un rouge vif avait envahi son doigt, la peau semblait tendue, presque prête à éclater. Comment avait-il pu laisser cela s'aggraver à ce point? Il me révéla, d'un ton fataliste, qu'il pensait que ça passerait tout seul, qu'un simple cataplasme de feuilles de chou suffirait à calmer la douleur. Je savais que c'était bien plus grave. J'y lui expliquai, avec autant de douceur que de fermeté, qu'il devait aller à Dijon, chez un chirurgien, au plus vite. Lui, entre deux soupirs, refusa catégoriquement. Comment ferait-il sans sa main? Sans pouvoir s'occuper de ses chèvres et de son potager? Sa femme était trop âgée pour l'aider, et l'idée d'abandonner sa vie ici lui était inconcevable. Il voulait même que je lui refasse un bandage, que je tente un miracle. J'étais impuissante face à sa peur, mais je ne pouvais pas transiger avec sa santé. Il finit par prendre la feuille que je lui tendis, sans conviction, et s'éloigna lentement dans la rue en terre du village. J'y m'effondrais presque de fatigue à la fin de la journée, en fermant la porte du cabinet. Tout était éteint, rangé, et pourtant, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. J'allais passer la nuit chez ma grand-mère Marfa, qui m'avait gentiment prêté une chambre dans sa vieille maison en pierre, en attendant que je trouve un logement. Marfa était un personnage à part, une femme solide, à la fois tendre et rugueuse comme un bon vieux vin de Bourgogne. Elle me regardait avec cet air à la fois bienveillant et moqueur qui me faisait rougir parfois. Le lendemain matin, avant même que j'aie pu ouvrir la porte du cabinet, un jeune homme essoufflé débarqua, me tirant presque par la manche pour que je le suive. Il m'entraîna vers un vieux tracteur qui attendait devant la maison de santé. Je n'étais pas prête pour une urgence au beau milieu d'une forêt, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il s'appelait Timothée, prénom banal, mais avec une énergie qui ne l'était pas. En chemin, il me confia que le patient était un certain Alexandre, un homme du village connu pour ses excès d'alcool et ses bêtises qui mettaient parfois la communauté en émoi. Alexandre était du genre à se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, et souvent, à se blesser sans savoir comment. Le trajet chaotique sur le tracteur me secouait dans tous les sens, tandis que la pénombre tombait sur la forêt. Arrivé sur une petite clairière, je vis des hommes rudes, coiffés de bérets et vêtus de blousons en cuir usé, qui semblaient presque sortir d'un vieux film français. Ils me regardaient avec méfiance, certains tenaient des haches, d'autres s'affairaient autour d'une cabane en bois délabré. L'ambiance était électrique, et malgré mes années d'études, je sentais que j'étais entrée dans un monde où les règles étaient dictées par la force et les traditions. Alexandre gisait sur un vieux matelas, la jambe enflée et ensanglantée. Il avait ce regard à la fois défiant et désespéré, celui d'un homme qui sait qu'il a déjà trop bu la coupe jusqu'à la lie. Pourtant, il accepta mon intervention avec une résignation étonnante. Tandis que je désinfectais sa blessure, je ne pus m'empêcher de penser que ce village avait ses propres lois, et que moi, la citadine formée aux dernières techniques médicales, j'étais une étrangère dans leur univers. Entre deux gestes précis, je jetai un œil vers Timothée, qui semblait lui aussi tiraillé entre le respect du rite local et la nécessité de me faire confiance. Au fond, je me demandais si je survivrais à cette expérience, si j'arriverais à gagner la confiance de ces hommes et femmes attachés à leurs coutumes, parfois au prix de leur propre santé. Le soir venu, en retournant chez ma grand-mère, je me sentais à la fois épuisée et vivante, consciente que cette mission allait bouleverser ma vie. J'étais plus qu'une infirmière ici, j'étais devenue un pont fragile entre deux mondes, entre la modernité et l'archaïsme, entre la science et la superstition. Mais je savais aussi que si je voulais vraiment aider ces âmes rudes et fières, il faudrait que je m'endurcisse moi-même, sans jamais perdre cette part de douceur qui fait de moi ce que je suis. Je n'imaginais pas encore que, quelques jours plus tard, d'autres défis encore plus complexes m'attendraient, et que la petite maison de santé de Saint-Jean-des-Vignes deviendrait le théâtre d'événements que je n'aurais jamais cru possible. Mais pour l'instant, je me laissais envahir par un mélange étrange d'appréhension et d'espoir, prête à affronter cet avenir incertain, chaussée de mes ballerines rouges un peu usées,
le stéthoscope autour du cou, et la détermination chevillée au corps pointé, qui sait? Peut-être qu'un jour, on raconterait mon histoire au bistrot du village, entre 2 verres de vin, en riant de mes maladresses et en saluant mon courage. Pour l'instant, le silence de la nuit enveloppait la vallée, et moi, je me préparais à écrire ce nouveau chapitre de ma vie, sans savoir que le plus dur restait à venir. Les premiers jours à Saint-Jean-des-Vignes avaient été un mélange d'angoisse, de petits succès et surtout d'un sentiment constant d'étrangeté. Je me sentais comme une actrice jetée sur une scène où elle ne connaissait pas le texte, mais où le spectacle devait continuer coûte que coûte. Chaque matin, je revêtais ma blouse blanche un peu trop grande, qui flottait autour de mes hanches fines, accompagnée de mes escarpins beige clair qui claquaient doucement sur le vieux parquet grinçant du cabinet. Une montre en métal argenté autour du poignet, un pendentif discret en forme de trèfle que ma mère m'avait offert, voilà mon uniforme. Rien de plus, rien de moins. Pourtant, je savais que c'était bien plus qu'une tenue. C'était ma cuirasse, ma promesse silencieuse à moi-même de ne pas craquer point ce jour-là. Je me levais tôt, le soleil filtrant à peine à travers les volets en bois de la chambre que je partageais avec la poussière et les souvenirs de ma grand-mère Marfa. Elle, toujours pleine de ses histoires rocambolesques, dormait encore profondément, emmitouflée dans son vieux châle à carreaux. Je pris mon café noir serré, sans sucre, comme j'aimais le prendre, regardant par la fenêtre la campagne encore endormie. Les champs de tournesol s'étendaient à perte de vue, ponctués de petites maisons aux volets pastel, comme sorties d'un tableau impressionniste. Ici, tout semblait paisible, presque figé dans le temps. Et pourtant, je savais que sous cette apparente tranquillité se cachait une vie bien plus complexe. En arrivant au cabinet, la porte s'ouvrit sur un silence inhabituel. Pas un bruit, pas une silhouette. D'habitude, les villageois venaient tôt, impatients de me voir, de parler, de se rassurer. Mais ce matin, rien. Je déposai mon sac sur le bureau, allumai l'ordinateur, vérifiai les stocks de matériel, tout en jetant des coups d'œil anxieux à la pendule. Une petite voix intérieure me soufflait que quelque chose n'allait pas, puis, comme surgissant d'un rêve, l'odeur âcre de l'alcool me parvint, mêlée à un bruit sourd qui ressemblait à des éclats de voix étouffés. Intrigué, je sortis et suivis le son jusqu'à une ruelle près de la place du village, là où les vieux platanes étendaient leurs branches noueuses. Là, un groupe d'hommes discutait vivement, certains tenant des bouteilles à moitié vides, d'autres jurant à mi-voix. Au centre, Alexandre, ce fameux Alexandre, le poissard du village, titubait, la chemise défaite, les yeux rouges et injectés de sang-poing. J'y sentis une boule se former dans ma gorge. Malgré ma peur, je m'approchai, le regardant avec une pitié mêlée d'exaspération. Je savais que ce type d'ivrognerie n'était pas rare ici, mais l'ampleur du problème me dépassait. Pourtant, je n'étais pas là pour juger, mais pour aider. Son regard se posa sur moi avec un mélange de défi et de lassitude, comme s'il cherchait une raison d'espérer, ou peut-être juste une excuse pour continuer. J'y retournai au cabinet, le cœur lourd. La journée s'annonçait longue, mais je n'avais pas de patient. Pas un seul. C'était comme si tout le village s'était ligué pour me ignorer, pour me tester. Je me rappelai alors la vendeuse de la boulangerie, cette vieille dame au regard perçant qui m'avait lancé un commentaire à peine voilé sur mes résultats scolaires, insinuant que j'étais la pire de ma promotion, envoyée ici pour faire le sale boulot. J'avais envie de lui répondre qu'au moins, moi, je n'avais pas fait tomber un paquet de baguettes devant toute la file d'attente, mais je me contentais d'un sourire crispé. À midi, je décidai de faire un tour au café du village, ce lieu où les hommes se retrouvaient pour refaire le monde autour d'un ricard. Je m'installai au comptoir, sirotant un jus d'orange en observant les regards furtifs qui se posaient sur moi. Je sentais leur jugement, mêlé à une curiosité presque enfantine. Une vieille dame, assise dans un coin, leva ses lunettes à monture épaisse et murmura quelque chose à son voisin, qui éclata de rire. Je me mordis la lèvre, essayant de chasser cette sensation d'exclusion. Retour au cabinet en fin d'après-midi, alors que le ciel s'embrasait de teintes orangées et violettes. Je sortis les instruments, vérifiai les dossiers, tentant de me convaincre que demain serait un jour meilleur. C'est alors que le téléphone sonna, un bruit strident qui me fit sursauter. Une voix rauque, celle de Timothée, m'annonça qu'un accident était arrivé près du vieux moulin, au bord de la rivière. Sans hésiter, je pris mon sac et courus vers la sortie. Le chemin était chaotique, bordé de vieilles pierres moussues et de champs de lavande en fleurs. L'air embaumait la terre et les herbes sauvages, une odeur rassurante malgré les circonstances. Arrivé sur place, je découvris un jeune homme allongé, la jambe enflée et couverte de boue, une blessure qui ne semblait pas sérieuse mais qui nécessitait des soins immédiats. Timothée s'affairait à calmer le blessé, un certain Paul, connu pour être un peu tête brûlée, toujours prêt à défier la nature et les interdits. J'y m'agenouillai près de lui, sortant mes instruments, tandis que le soleil déclinait doucement derrière les collines. Le village semblait s'être arrêté, suspendu à ce moment où je reprenais lentement confiance en ma mission. Mais au fond de moi, une question persistait. Combien de temps pourrais-je tenir face à cette résistance sourde, à ce monde qui refusait de s'ouvrir?
Ce soir-là, en rentrant chez Marfa, j'enlevai mes chaussures, laissant mes pieds nus caresser le vieux parquet de la maison. Je me sentais à la fois épuisée et vivante, consciente que chaque jour ici serait une bataille, mais aussi un pas vers la compréhension et l'acceptation. Je me surpris à rêver d'un avenir où le village me verrait non pas comme une étrangère, mais comme une alliée. Alors que je me couchais, une ombre passa devant la fenêtre. Un frisson me parcourut l'échine, et je sus que cette histoire, mon histoire, ne faisait que commencer. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes, comme si je traversais un paysage à la fois familier et inconnu, où chaque visage, chaque lieu, chaque murmure portait la promesse d'une révélation. Saint-Jean-des-Vignes, avec ses ruelles étroites bordées de maisons en pierre au volet bleu ciel, semblait une carte figée dans le temps, mais moi, j'étais devenue l'intruse chargée de faire bouger les lignes. J'y portais souvent une robe légère en coton écru, simple mais élégante, qui épousait mes formes sans trop en dévoiler, accompagnée de sandales en cuir brun que j'avais achetées au marché de Beaune. Une fine chaîne d'argent, ornée d'un petit pendentif en forme de fleurs sauvages, reposait contre ma peau, un détail discret qui contrastait avec la rudesse de mon quotidien. Ce mélange d'élégance et de simplicité semblait parfois détonner dans ce village où la tradition régnait en maître, mais c'était ma petite rébellion silencieuse. Ce jour-là, le ciel était couvert, une lumière grise enveloppait les collines, et l'air avait ce parfum humide qui précède la pluie. J'avais à peine refermé la porte du cabinet que la clochette sonna, annonçant l'arrivée de Marie, une vieille dame frêle à la peau tannée par le soleil et les années. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard cherchait quelque chose entre la douleur et l'espoir. Elle portait un châle en laine usé, noué maladroitement sur ses épaules, et ses chaussures, trop grandes, claquaient doucement sur le sol en pierre. Je l'accueillis avec toute la douceur possible, posant mon sac sur la table et sortant les instruments. Marie souffrait d'une douleur lancinante au genou, conséquence probable d'une chute ancienne qu'elle avait ignorée pendant des mois. En examinant son articulation, je compris vite que la situation nécessitait une attention particulière. Je lui expliquai que je devais la référer à un spécialiste à Dijon, mais le simple regard qu'elle posa sur moi trahissait sa peur. Le voyage, l'inconnu, la distance, tout semblait insurmontable dans sa vie simple et ancrée. Je me surpris à penser que c'était là, dans ces petits gestes, que se jouait la véritable bataille. Entre la médecine moderne et les résistances invisibles du cœur, entre la peur de l'inconnu et le courage de se battre pour soi. Je promis à Marie que je l'aiderais, que je ne la laisserais pas seule face à cette montagne. Ce fut un moment fragile, presque sacré, que je gardai précieusement dans un coin de ma mémoire. Plus tard, en traversant la place du village, j'aperçus Timothée, cette force tranquille au sourire franc, qui discutait avec un groupe d'hommes près du café. Il me lança un regard entendu, comme pour me dire que j'avais fait du bon travail, même si le chemin restait long. Je me sentis soutenue, un peu moins seule dans ce combat. Pourtant, il y avait toujours cette ombre, ce sentiment que je n'étais pas encore acceptée. Le soir venu, alors que je passais devant la boulangerie, je sentis à nouveau ce regard pesant, ce murmure à peine dissimulé. La même vendeuse, la même remarque acide sur mes compétences, sur mon passé. Je sentis la colère monter, mais aussi une étrange détermination. Je n'étais pas venue pour plaire, mais pour agir. Pour changer les regards, les mentalités, une consultation à la fois. Retour chez Marfa, la chaleur de la vieille maison me réconforta. Elle était là, dans sa cuisine, préparant un ragoût au parfum d'antan, ses mains ridées mêlant habilement les épices et les légumes. Sa présence était une ancre, un rappel que je n'étais pas seule, que mes racines étaient solides malgré les vents contraires. Cette nuit-là, je m'endormis avec le sentiment lourd mais excitant que ma vie venait de basculer. Que chaque pas, chaque décision, chaque douleur partagée était une pierre posée sur le chemin de ma nouvelle existence. Et dans le silence, au loin, le murmure d'une rivière semblait m'appeler, comme une promesse que la nature elle-même veillait sur moi. Mais je ne savais pas encore que sous cette quiétude apparente, des forces plus sombres s'agitaient. Que des secrets enfouis dans la terre de Saint-Jean-des-Vignes allaient bientôt refaire surface, bouleversant tout ce que je pensais connaître. Et que, pour avancer, il me faudrait plonger au cœur de ces mystères, au risque de perdre bien plus que ma tranquillité. Car parfois, la médecine ne suffit pas. Parfois, il faut aussi guérir les blessures invisibles, celles que personne ne veut voir. Les jours devinrent des semaines, et je sentais peu à peu le poids de Saint-Jean-des-Vignes s'immiscer dans mes os et dans mon âme. Chaque matin, je revêtais ma veste blanche, un peu trop ample pour moi, qui flottait autour de mes hanches délicates, tandis que mes escarpins à talons modestes claquaient sur le pavé irrégulier du cabinet de santé. Pour accessoiriser, je portais souvent un foulard léger en soie imprimée, aux teintes chaudes, que j'enroulais négligemment autour de mon cou, un peu comme un défi à la morosité ambiante. Ce foulard, c'était ma touche secrète de féminité dans un univers qui semblait parfois trop âpre. Ce matin-là, le ciel était d'un gris plomb, et une bruine fine s'infiltrait entre les branches des vieux tilleuls qui bordaient la place centrale. Je me sentais fatiguée, mais je refusais de le montrer. Ce village, avec ses maisons en pierre recouvertes de lierre et ses volets défraîchis, avait ses règles, et je devais les apprendre, les comprendre, pour ne pas être une étrangère éternelle.
Pourtant, l'accueil des villageois restait glacial, presque hostile. Les regards évitaient les miens, les sourires étaient rares, et même Marfa, ma tendre grand-mère adoptive, semblait parfois inquiète. La journée s'annonçait longue, mais le silence au cabinet était oppressant. Pas un patient, pas un appel, rien. J'avais l'impression d'être une figurante dans une pièce dont les habitants s'étaient donné le mot pour m'ignorer. À midi, je décidai de me rendre à la boulangerie, espérant y croiser une âme charitable. En entrant, l'odeur du pain chaud emplit mes narines, mais l'ambiance était glaciale. La boulangère, une femme aux cheveux grisonnants tirés en chignon strict, me lança un regard lourd de sous-entendu. Sans un mot, elle posa devant moi une baguette et un pain aux noix, mais sa remarque acerbe me foudroya. « Tu dois être la pire de ta promo, pour finir ici, chez nous. » Je sentis mes joues s'empourprer, non pas de honte, mais de colère contenue. Je n'étais pas du genre à me laisser abattre, et cette pique maladroite ne faisait que renforcer ma détermination. Je pris la baguette sans répondre, un sourire crispé aux lèvres, et sortis en me promettant de leur prouver qu'ils avaient tort. L'après-midi, une urgence se présenta enfin. Un appel de Timothée m'informa qu'un jeune homme s'était blessé en coupant du bois près de la forêt. J'enfilai rapidement mon manteau, mes talons claquant sur le sol humide, et me précipitai vers le lieu indiqué. La clairière, baignée d'une lumière blafarde, accueillit une scène digne d'un western rural. Un homme allongé sur une vieille couverture, la jambe ensanglantée, entouré d'hommes à l'air bourru qui chuchotaient entre UX.J m'agenouillé près du blessé, un certain Paul, dont le visage marqué par la fatigue contrastait avec la vigueur maladroite de ses gestes. Tandis que je nettoyais soigneusement sa plaie, je sentis les regards pesants des villageois se poser sur moi. Certains semblaient surpris de me voir agir avec autant d'assurance, d'autres gardaient une méfiance sourde. Je savais que chaque geste, chaque soin, était un message silencieux. Je n'étais pas là pour plaire, mais pour aider. Retour au cabinet, le crépuscule enveloppait le village d'un voile doré et mélancolique. Je fermai la porte derrière moi, le cœur battant, consciente que je progressais, mais aussi que la route serait longue. Chez Marfa, la chaleur du feu dans la cheminée et l'odeur du pot-au-feu me réconfortèrent. Elle m'accueillit avec un sourire doux, ses yeux pétillants d'une sagesse ancestrale. Cette nuit-là, allongé sur le vieux lit de la chambre, j'entendis le vent s'engouffrer entre les volets mal fermés, et une étrange sensation d'attente m'envahit. Comme si le village lui-même retenait son souffle, prêt à révéler ses secrets les plus enfouis. Je me tournai vers la fenêtre, regardant les étoiles timides percer le ciel nuageux, et je sus que mon combat ne faisait que commencer. Car dans l'ombre de Saint-Jean-des-Vignes, des mystères dormaient, tapis dans le silence, attendant le moment de surgir, bouleversant tout sur leur passage. Et moi, malgré la peur qui serrait ma gorge, je serais prête à les affronter, à plonger au cœur de la nuit pour trouver la lumière. Les jours s'égrenaient dans cette atmosphère à la fois douce et lourde, comme un vieux vin qu'on déguste lentement, en savourant chaque nuance tout en sentant la puissance qui monte. Je portais souvent une robe en lin bleu pâle, cintrée à la taille, qui dessinait mes courbes sans prétention, accompagnée de sandales en cuir finement travaillé, juste assez élégantes pour me rappeler que, malgré tout, j'étais une femme libre et moderne dans ce coin reculé de Bourgogne. Mes cheveux, lâchés ou parfois attachés négligemment avec une barrette fleurie, encadraient mon visage avec une douceur presque fragile, mais mes yeux, eux, brillaient d'une détermination farouche. Un après-midi, alors que la lumière déclinait doucement, je reçus une visite inattendue. C'était Lucien, le fils du vieux monsieur que j'avais vu les premiers jours, celui qui refusait obstinément de se faire soigner. Lucien avait ce regard dur, marqué par la rudesse du travail au champ, mais aussi une certaine inquiétude qu'il ne savait pas exprimer autrement. En entrant dans le cabinet, il posa sur la table un vieux carnet à couverture de cuir, usé par le temps et les secrets. Et elle me parla à demi-mot, me confiant que son père s'était aggravé, que la douleur était devenue insupportable, mais qu'il refusait toujours la ville et les médecins qu'il considérait comme des étrangers. Je sentis une boule se former dans ma gorge. C'était plus qu'une simple maladie, c'était une lutte entre des générations, entre des peurs ancestrales et une modernité qu'il ne comprenait pas. Je lui promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour aider son père, même si cela signifiait franchir des barrières invisibles. Je savais que je devais gagner leur confiance, pas seulement par mes compétences, mais par ma patience, ma présence, et parfois, un peu d'humour. Après tout, si on ne pouvait pas rire un peu dans ce village où chaque journée semblait un défi, alors à quoi bon? Le soir venu, dans la cuisine de Marfa, je préparai un repas simple mais réconfortant, une ratatouille mijotée aux herbes fraîches du jardin, accompagnée d'un pain croustillant. Marfa, fidèle à elle-même, me regardait avec cet air à la fois sévère et tendre, me lançant des regards pleins de complicité silencieuse. Elle me parla de l'importance des racines, de la force qu'on puise dans la terre et dans la mémoire des anciens, et je compris que pour être acceptée ici, je devais embrasser cette histoire autant que je voulais soigner leur corps. Quelques jours plus tard, une autre épreuve se présenta. Une jeune femme, Isabelle, arriva au cabinet, le visage blême, les mains tremblantes. Elle avait perdu son mari dans un accident quelques mois plus tôt, et depuis, la maison semblait devenir un lieu de douleur et de silence.
Sa détresse était palpable, mais dans cette communauté où les émotions se taisent, elle ne savait pas comment demander de l'aide, point je passais des heures à l'écouter, à lui offrir un espace où elle pouvait laisser tomber ses masques. Je n'étais pas seulement une infirmière, j'étais devenue confidente, complice, témoin de vie suspendue entre douleur et espoir. Le soir, en rentrant, j'avais parfois l'impression que mon propre cœur se fendillait sous le poids de toutes ces histoires. Mais c'était là, dans cette fragilité partagée, que je trouvais la force de continuer, de me battre contre les préjugés, contre la méfiance, contre le passé qui semblait vouloir m'engloutir. Car chaque sourire retrouvé, chaque main serrée, chaque regard qui s'adoucit, c'était une victoire sur l'obscurité. Pourtant, malgré ces petits triomphes, une tension sourde s'insinuait dans l'air. Des rumeurs circulaient, des regards se détournaient quand je passais dans la rue, et parfois, la nuit, j'entendais des bruits étranges venant de la forêt, comme des murmures portés par le vent. Une fois, en rentrant tard, j'aperçus une silhouette fuyante près du vieux moulin, et un frisson me parcourut l'échine. Je savais que Saint-Jean-des-Vignes gardait des secrets, des blessures anciennes qu'on préférait ignorer. Mais je sentais aussi qu'il m'avait choisi, que ma venue n'était pas un hasard. Et que, pour comprendre cette terre et ses habitants, il me faudrait plonger au cœur de ces mystères, quitte à affronter des vérités qui pourraient bien bouleverser tout ce que je croyais savoir. Alors, chaque matin, je revêtais ma blouse blanche, ajustais mon foulard coloré, et partais affronter le jour avec l'espoir chevillé au corps. Car, malgré tout, je sentais que la lumière finirait par percer, que la guérison, la vraie, était à portée de main. Mais à quel prix? Je ne le savais pas encore.